La place du théâtre au CRILC et à l'égard aussi des autres disciplines parce qu'il y a beaucoup de disciplines au CRILC. Je ne les ai pas comptées, mais il y a seulement plus d'une dizaine de disciplines qui se croisent au CRILC. Alors c'est justement cette idée de croisement. Il n'y a pas les pratiques artistiques comme le théâtre, mais c'est vrai aussi les pratiques littéraires. Ce sont des pratiques qui sont elles-mêmes au croisement des pratiques, des activités humaines, et donc de l'histoire, de la sociologie, de la culture, mais aussi de la technologie. Donc le fait de côtoyer des collègues d'histoire de l'art, d'histoire du culturel, de littérature, etc., c'est sûr que c'est un enrichissement. Je pense mutuellement, on s'enrichit. Je voudrais rajouter cependant quelque chose qui m'apparaît important, peut-être plus caractéristique de la situation du CRILC. Évidemment, c'est le centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Mais la culture québécoise et la littérature québécoise ne vivent pas en vase clos, ne se développent pas en vase clos. Le Québec, c'est une banalité, mais il faut le rappeler, le Québec est quand même ouvert, a toujours été ouvert sur le monde, et c'est encore plus vrai pour le théâtre québécois. Le théâtre québécois, on a une dramaturgie québécoise, on a des auteurs québécois, mais historiquement, peut-être que 50%, même plus. Enfin, dernièrement, il y a plus de pièces québécoises à l'affiche au Québec, mais historiquement, on a une très forte proportion de pièces étrangères qui viennent à peu près de partout, pas seulement de France, mais qui viennent de nombreux pays et qui viennent ici. Donc le théâtre est lui-même un lieu de migration, en fait, l'exemple, le terme qui vient à l'esprit, c'est celui d'échange culturel. Il y a des échanges culturels, il y a une dynamique qui parfois donne lieu à du recyclage, mais il y a des échanges qui font que la pratique québécoise a toujours été branchée, au théâtre en tout cas, a toujours été branchée sur ce qui se fait dans le reste du monde, mais avec des particularités qui nous sont propres. Et le CRILC, bien que ce soit sur la littérature et la culture québécoise, il a justement cette ouverture-là qui est nécessaire. Donc je dirais que le CRILC, c'est un centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise dans un contexte global qui est celui des pratiques internationales, universelles en fait. Et c'est un autre croisement à un autre niveau qu'on fait au CRILC. Et le CRILC lui-même s'inscrit dans un réseau d'autres centres de recherche ou d'autres groupes de recherche qui nous situent donc à une échelle qu'on pourrait dire planétaire. Mes premières recherches, moi, portent sur le théâtre à Montréal. Je me suis consacré au théâtre à Montréal au début de la modernité, c'est-à-dire des années 1880 à la Deuxième Guerre mondiale environ. Et le théâtre, donc une approche à la fois historique et culturelle, mais ce qui est important de rappeler, c'est que le théâtre, disons au tournant du XXe siècle, est un art en pleine transformation. Au Québec, dans les années 80-90, les gens vont beaucoup au théâtre. Montréal a toujours été, je parle de Montréal parce que c'était quand même le centre, et ça l'est encore, le centre théâtral au Québec. Il y a d'autres activités ailleurs, mais c'est quand même Montréal qui est le centre. Et Montréal était un important centre de diffusion théâtrale. C'était, après New York, probablement le plus important en Amérique du Nord. Enfin, en Amérique du Nord-Est, parce que c'est le Nord-Est de l'Amérique qui était développé théâtralement à ce moment-là. Et ce théâtre-là était un théâtre qui vivait la modernité. C'est l'époque de l'avènement de l'électricité, des premières technologies de reproduction du son et de l'image. Donc, non seulement on était branché sur ce qui se faisait, par exemple, aux États-Unis, mais on voyait les spectacles de Broadway ici, dans la langue, en anglais. Mais en même temps, le théâtre était en train de se redéfinir comme en tant que pratique médiatique, donc en utilisant des technologies de plus en plus sophistiquées. Ce qui fait que, dès le départ, et le mot à ce moment-là n'existait même pas, mais dès le départ, moi, ce que je faisais, c'est de la recherche intermédiaire. C'est-à-dire de voir comment le théâtre se redéfinissait, se repositionnait, à Montréal en particulier, par rapport à des pratiques qui se développaient grâce à de nouvelles technologies. Et le théâtre, à ce moment-là, a connu la plus grande explosion de genre de son histoire. Pratiquement tous les 3-4 mois, un nouveau genre apparaît, évidemment.
c'était lié aussi à l'évolution du public qui était de plus en plus nombreux, parce que c'était quand même aussi la période de l'urbanisation, donc un public de plus en plus nombreux. Et les gens de théâtre qui sont des entrepreneurs devaient aller chercher ce public et ont donc imaginé appelons ça des genres. On imaginait des genres pour aller chercher tous les publics. Par exemple, à un moment donné, on a réalisé qu'il y avait surtout des hommes au théâtre. Donc, il fallait trouver un moyen d'attirer les femmes, d'attirer les enfants. Donc, il fallait un peu changer les thèmes, il fallait changer les numéros, etc., etc. Alors, il y a tout cet aspect-là qui est un aspect important. L'autre aspect qui est important, c'est l'aspect interculturel. C'est que Montréal était une ville, après New York, c'était la principale ville d'accueil d'immigrants à l'époque. Montréal était une ville déjà multiethnique. Donc il fallait trouver aussi des genres théâtraux, des types de spectacles je dirais, où la langue était un luxe. C'est-à-dire où, à la limite, quelqu'un qui ne comprenait pas la langue pouvait très bien suivre le spectacle. Et c'est par exemple ce qui a donné naissance au vaudeville américain ou ce qui a donné naissance au burlesque. Et ce sont des genres qui ont pris racine à Montréal parce que justement, en l'occurrence rue Saint-Laurent, parce que justement, il s'adressait à des publics multiethniques, cosmopolites, mais en transcendant les questions de langue. À ça, se sont rajoutées évidemment les technologies de reproduction du son et de l'image. Donc on a réussi à intégrer déjà des photos, ce qu'on appelle les diapositives aujourd'hui, des photos projetées, même des projections de films, sans compter évidemment l'usage disons de sons enregistrés, de sons acousmatiques, c'est-à-dire de sons qui sont créés par des machines ou qui sont transmis par des machines, etc. Alors moi, au départ, si vous voulez, mon cheminement est peut-être un peu différent se distingue un peu d'un pur théoricien du théâtre ou de quelqu'un qui s'intéresse à la dramaturgie. Je m'y intéresse aussi, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est cette dynamique médiatique qui fait que le théâtre n'a pas cessé de se transformer depuis plus de 100 ans. Alors, comment il se transforme, pourquoi il se transforme, quelles sont les réussites, quels sont les échecs, etc. C'est vraiment ce qui m'intéresse, d'où ce croisement, dans mon cas, entre une approche qui serait d'une histoire culturelle et une approche intermédiaire, c'est-à-dire non seulement les relations entre les médias, parce que c'est ça l'intermédialité, au départ c'est les relations entre les médias, mais c'est aussi le fait que l'intermédialité c'est aussi la dynamique qui produit les médias, qui fait que les médias se transforment, se piratent, ou se fusionnent des fois, etc., pour être le plus efficace possible. Oui, alors la question de la spécificité du théâtre montréalais, et plus largement ça va être le théâtre québécois mais montréalais, c'est effectivement la présence de grandes traditions linguistiques et culturelles qui vont, et on ne le souligne pas assez, et c'est un peu moins un de mes chevaux de bataille, qui vont s'influencer. Donc il n'y a pas d'hermétisme. Il n'y a pas d'hermétisme il n'y a pas de cloison entre la pratique, disons, pour poser les choses simplement, entre la pratique anglophone, la pratique francophone, la pratique yiddishophone et d'autres pratiques aussi de minorités culturelles, comme par exemple les Chinois, les Italiens, les Allemands, etc. Mais effectivement, les trois principales sont les pratiques, la pratique francophone, la pratique anglophone, la pratique yiddishophone, donc la pratique des Juifs, des Juifs de la première grande vague, enfin, des grandes vagues qui viennent à Montréal avant la Première Guerre mondiale, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. On avait, et peut-être que ça a été, j'ai été de ceux qui ont un peu ouvert les portes. On avait tendance quand même à étudier le théâtre québécois en vase clos, en lien avec la France au départ, et puis ensuite donc une espèce d'approche assez linéaire. Sans tenir compte évidemment du contexte précis de Montréal, qui est un contexte, le contexte d'une ville où il y a d'énormes contacts interethniques. Donc, ce que j'avais découvert assez rapidement, c'est que les francophones allaient au théâtre même quand il n'y avait pas de théâtre francophone. Et évidemment, ce qu'ils voyaient, c'est du théâtre américain.
les premières tentatives d'implantation d'un théâtre francophone professionnel à Montréal, on est dans la fin du 19e siècle, ont été guidées par une idéologie francophile, on va dire ça comme ça, parisianiste, on pourrait dire ça comme ça aussi, qui a consisté à vouloir reproduire à Montréal, à faire de Montréal un petit Paris. Et donc on a reproduit à Montréal des grands succès parisiens, de la scène parisienne, et ça n'a pas marché. Et la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce que le public avait une culture théâtrale qui était dans notre ordre, elle était américaine. Donc c'était pas des ignorants, les gens ils connaissaient pas le théâtre parisien, mais ils connaissaient le théâtre, il y avait une habitude du théâtre, et on le voit, les chiffres sont flagrants, la population va au théâtre. Donc il a fallu, le tournant a eu lieu quand des Québécois, dont Julien Daou par exemple, qui avait joué dans les troupes américaines, parce que beaucoup de Québécois francophones jouaient dans les troupes américaines, donc des troupes issues de Broadway, et revenaient en tournée ici, dans des spectacles américains. Et ces gens-là ont eu l'idée de présenter en français des spectacles américains. Et ça a été assez paradoxal parce qu'ils ont été à présenter en français, qui était plus ou moins un français québécois, des spectacles qui étaient en fait à l'origine des grands succès parisiens repris par Londres et ensuite adaptés par New York, etc. Donc on voit déjà là tout ce croisement. Mais il s'est passé plus que ça et mieux que ça, plus intéressant aussi. À la fin au début des années 90, 1890, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui s'appelait à l'époque l'Association Saint-Jean-Baptiste, a décidé de construire ce qu'on appellerait aujourd'hui un centre culturel francophone. Il n'y en avait pas. Le concept n'existait pas vraiment non plus, mais ils l'ont inventé sans le savoir. Un immense centre culturel francophone qui était en même temps une université populaire, alors que le concept n'était pas tout à fait né non plus. Bref, un lieu de rassemblement, un foyer culturel qui serait aussi un foyer théâtral. Et leur idée, donc, c'était de rassembler toutes les forces vives culturelles qui agissaient dans le domaine de la culture et de l'éducation, dans un même lieu, une espèce de centre communautaire culturel comme ça, où se retrouveraient les francophones montréalais. Et ils ont appelé ça le Monument National. Alors déjà, le Monument National, juste le nom dit l'ambition du projet. Un monument national des Canadiens français. Et ça a été, ils ont construit ce qui existe toujours, là, qui est au sud du boulevard Saint-Laurent, près de Sainte-Catherine. Et pour moi, ce monument national a une valeur symbolique parce que, d'abord, c'est une initiative d'une communauté. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des commerçants. C'est vraiment des gens de la communauté, sous l'impulsion de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui décide de doter la ville, de se doter eux-mêmes d'un centre culturel et d'éducation populaire. Or, ils construisent ce monument dans ce qui leur paraît être l'avenir de Montréal, le coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, parce que le centre névralgique de la ville se déplace progressivement du Vieux-Montréal vers le croisement Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Alors, ils construisent le monument national dans ce qu'ils pensent être le cœur futur de la ville, ce en quoi ils n'avaient pas tort. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce lieu-là allait devenir le cœur de la ville juive. C'est que le cœur de la ville de Montréal, et ça c'est une particularité montréalaise, le cœur de la ville de Montréal, le centre de la ville de Montréal, par où transitent tous les gens qui se déplacent à Montréal, parce que les systèmes de transport, un peu comme aujourd'hui Berry-UQAM, mais là c'était Saint-Laurent-Saint-Denis, c'était là Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'était ça le cœur des transports en commun. Donc tout le monde transitait à Montréal par la ville juive de Montréal, qui n'était pas une ville donc excentrée, mais qui était au centre de la ville. Alors il y a eu un voisinage comme ça qui fait la singularité montréalaise. Qui fait qu'il y a eu à Montréal on a eu des liens avec les Juifs. Quand je dis on, c'est aussi bien les francophones que les anglophones. On a eu des rapports quotidiens. On a côtoyé les Juifs beaucoup plus qu'à peu près partout ailleurs. C'est tout le contraire d'un ghetto. Et assez rapidement, les Juifs pour lesquels le théâtre était important, le théâtre yiddish, c'est un théâtre très récent qui date
bon, symboliquement, la date de naissance du théâtre yiddish, c'est 1876. Les Juifs donc avaient en Ukraine, en Russie, dans la Grande Pologne, etc., avaient mis au point ce nouveau théâtre qui était le théâtre yiddish. Ils arrivent à Montréal à cause des persécutions, donc ils arrivent à Montréal très rapidement à partir de 1880-90 par grosse vague. Montréal est la deuxième destination des Juifs en Amérique du Nord après New York, il faut le rappeler. Et ils arrivent donc, ils s'installent autour du Monument National, avec ce résultat paradoxal que le Monument National des Canadiens français se trouve, au moment où il est inauguré, au cœur de la ville juive. Et les Juifs vont demander aux gens de la Société Saint-Jean-Baptiste s'ils peuvent utiliser la salle, la grande salle de spectacle, pour leur propre théâtre. Et les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste ont dit oui, pour des raisons qui sont d'abord des raisons, je dirais, on dirait aujourd'hui humanitaires, mais de philanthropie. Et on a donc eu, sur la scène du Monument National, pendant à peu près 40-50 ans, se sont côtoyés les troupes juives, les troupes francophones, et canadiennes françaises, et à l'occasion aussi des troupes anglaises. Je ne connais pas au monde d'autres lieux comme ça. Et les Juifs, évidemment, vont attirer des artistes juifs et des troupes juives du monde entier qui vont se jouer au Monument National. Et parmi ces troupes-là, il y a des troupes d'avant-garde aussi, parce qu'ils font de l'avant-garde. Et donc, dès les années 20, on a au Monument National donc des pièces, des troupes yiddish. Par exemple, la Vilna, qui est la troupe de Vilnius en Lituanie, qui est une troupe extraordinaire, une troupe d'avant-garde extraordinaire, qui vient jouer au Monument National au début des années 20. Et les francophones, les troupes francophones qui jouent au Monument National, qui sont en résidence au Monument National, évidemment, voient ces troupes yiddish-là. Donc, on dit toujours que, par exemple, la modernité au théâtre arrive avec les frères Legault, les compagnons de Saint-Laurent après la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Non, c'est là dès les années 20, mais ça vient par les Juifs. Alors, évidemment, les troupes yiddish jouent en yiddish, mais les troupes d'avant-garde yiddish... on n'a pas besoin de savoir le yiddish pour comprendre, parce que souvent, il y a des troupes où il y a, pendant 1h30 de spectacle, il s'est dit 8 mots, quoi. Alors, tout le monde comprend, c'est beaucoup basé sur le corps, etc. Alors, le théâtre yiddish est important à Montréal, d'abord pour sa contribution, son apport à la j'allais dire au théâtre montréalais en général. Ça a été une source d'inspiration pour le théâtre francophone. Et vice-versa d'ailleurs, parce que les Juifs voyaient aussi le théâtre francophone. Il y a une anecdote, mais qui est vraie, hein, qui est fondée sur qui est vraie, c'est que un des grands metteurs en scène yiddishophones au monde, qui s'appelle Maurice Schwartz, venait régulièrement faire des tournées à Montréal. Et il est venu à un moment, après la Deuxième Guerre mondiale, il a assisté à une des premières représentations. Il allait jouer au Monument National, mais avant de jouer au Monument National, il a vu au Monument National, donc dans la salle où il jouait habituellement, il a vu Ticoc de Gratien Gélina. Et alors il est allé voir Gratien Gélina, ils sont devenus très amis d'ailleurs, et il avait dit à Gratien Gélina, parlant de Ticoc, il dit « This bastard is a Jew ». Donc, ce bâtard est un juif, et je vais le monter en yiddish. Alors il l'a pas fait parce qu'il est tombé malade et il est mort pas longtemps après. Mais cette idée donc d'échange se fait aussi dans les deux sens. Alors, il y a cette contribution du théâtre yiddish à la pratique théâtrale montréalaise en général, mais il y a aussi le fait que Montréal est jusqu'à présent, en tout cas, on a tout lieu de le penser parce qu'on n'a pas de contre-indication. Et la ville du monde, on peut se le dire, c'est la seule ville du monde où il y a du théâtre yiddish sans arrêt depuis plus de 100 ans au monde, depuis maintenant presque, en fait, 115 ans, 120 ans presque. Au monde sans arrêt, parce que au début, il y avait un théâtre yiddish qui venait régulièrement au Monument National. On a même eu jusqu'à 3 troupes permanentes à Montréal, yiddish à Montréal.
Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal s'est doté, alors que le théâtre yiddish disparaissait à peu près partout, Montréal, grâce à Dora Wasserman, qui elle-même est une réfugiée des d'Europe de l'Est, et qui est venue par les camps de transit. Et Dora Wasserman a créé une troupe au début des années 50 ici, une troupe yiddish, qui existe encore 60 ans plus tard. Ce qui fait qu'on a toujours une tradition yiddish à Montréal qui, évidemment, nous caractérise Montréal et nous enrichit. Et Dora Wasserman, d'ailleurs, pour revenir à l'histoire des croisements, Dora Wasserman a un des grands succès de la troupe yiddish de Montréal, et un succès qui a voyagé à travers le monde, c'est l'adaptation des Belles-Sœurs de Michel Tremblay en yiddish. On a une expression d'intermédialité où on dit que les médias émergent des milieux qu'ils transforment. Et cette idée-là de réciprocité continuelle, elle s'applique aussi dans le domaine culturel. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire l'histoire du théâtre yiddish montréalais sans tenir compte, on ne pourrait pas la comprendre si on ne tenait pas compte de la dynamique montréalaise, du contexte montréalais, de la société Saint-Jean-Baptiste. On ne pourrait pas le comprendre. Du fait qu'à Montréal, pour des raisons historiques, les immigrants se sont installés sur Saint-Laurent. Ils ne sont pas, au départ, ils s'installaient sur Saint-Laurent, ils ne s'installaient pas dans un quartier périphérique. Donc, il y a une singularité montréalaise, une singularité contextuelle, qui explique pas tout, mais qui explique en partie les objets qu'on essaie d'analyser. Et ces objets-là, à leur tour, on va prendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand la Vilna, la troupe yiddish de Vilnius, d'avant-garde, vient à Montréal, vient jouer à Montréal, elle a un impact immédiat parce que à peu près dans les 2-3 années qui suivent, il y a des troupes québécoises d'avant-garde francophones qui sont créées, et il y a des troupes anglophones qui sont créées aussi. Alors, le rapport est peut-être pas aussi clair qu'on le voudrait, mais il y a en tout cas des correspondances qu'on ne peut pas ignorer et qu'on doit aller chercher. Évidemment, où est l'influence dominante? Je pense que c'est pas des questions qui nous importent beaucoup. Ce qui nous importe, c'est simplement de savoir pourquoi, à un moment donné, les choses se passent comme elles se produisent, comme elles se passent, et comment ça transforme la société en général. L'intermédiarité est importante aussi là-dedans parce que le XXe siècle, c'est quand même le siècle des grands médias. Donc le cinéma d'abord, mais aussi la radio, le disque avant. Avant le cinéma, c'était le disque, ensuite le cinéma, la radio, puis la télévision. Alors ces pratiques-là, qui sont aussi des pratiques de la représentation, vont emprunter beaucoup au théâtre, mais le théâtre va beaucoup emprunter d'elle aussi, et il va y avoir une espèce de dynamique d'échange constant, mais aussi de positionnement stratégique qui fait que le théâtre va être obligé de laisser tomber, parce qu'il va se faire concurrencer, par exemple, par le cinéma pour certains types de thèmes ou de spectacles ou d'esthétique. Donc il va falloir qu'il trouve autre chose. Le cinéma va devenir réaliste, alors qu'à l'origine, le cinéma n'était pas nécessairement... aurait pu ne pas être réaliste. Le théâtre, lui, était réaliste, donc il va aller vers d'autres voies, etc. Donc il y a tout ce jeu de positionnement qui est dominant là-dedans, on ne sait pas, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir ça comme un ensemble dont on essaie de comprendre toutes les dynamiques. Mais il est clair que on ne peut pas isoler, sauf pour une analyse très spécifique, on ne peut pas isoler ces éléments des uns des autres, quoi. Avant de tenter de définir ce que c'est que l'intermédiarité, je voudrais donner un exemple de ce que ça fait. Quand vous, par rapport au théâtre, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à d'autres pratiques, mais c'est mon champ d'études, donc je vais parler du théâtre. Quand vous lisez les histoires du théâtre, depuis qu'il y a des histoires du théâtre, depuis qu'il y a une théorie, depuis qu'il y a une histoire du théâtre, et l'histoire du théâtre a souvent été théorisée ensuite, donc il y a un amalgame entre la théorie et l'histoire, ça se tient. Alors quand vous lisez l'histoire du théâtre, vous vous rendez compte
dans une perspective intermédiale. Vous vous rendez compte qu'il y a un grand absent dans cette histoire-là, c'est le son. C'est comme si... Alors on sait que théatron, ça veut dire le lieu où l'on voit, en grec. Le lieu où l'on voit ou le lieu de la vue, disons. Mais on dit c'est le lieu de la vue parce que c'était aussi, avant d'être le lieu de la vue, avant d'être organisé pour qu'on voit, c'était d'abord le lieu où quelqu'un parlait à des gens. C'était un conteur qui parlait Thespis parlait à des gens qui étaient assemblés autour de lui, il ne faisait pas de spectacle, il racontait des histoires. Donc c'est le premier homme de théâtre connu. Alors cette dimension-là, cette dimension du sonore, elle est complètement évacuée du théâtre, comme si le théâtre était un lieu de l'ocularocentrisme. C'était un lieu où on voyait, et purement où on voyait. Alors, qu'est-ce que vaut l'histoire et la théorie d'une pratique qui ignore, disons, pour dire les choses simplement, qui ignore, disons, 50% de la pratique? Même pas grand-chose. Et comment cette béance sonore a-t-elle pu durer si longtemps? Parce que l'idéologie des gens qui s'intéressaient au théâtre, cette idéologie était fondée sur la dictature du visuel, la dictature de la vue, qui date, qui s'impose à partir du 19e siècle, mais déjà avant, on peut penser que la perspective, c'est peut-être déjà le début de ça, c'est la perspective. Alors, quand on a une approche intermédiaire et qu'on se dit, on a une approche intermédiaire et on se dit, bon, alors, approche intermédiaire, ça signifie, dans le cas du théâtre, je vais considérer le théâtre comme un média. Il y a des grandes discussions. Quand vous dites ça dans une conférence, vous dites que le théâtre est un média. Il y a des gens qui sont vraiment offusqués, surtout si c'est des gens de théâtre, parce que comment un art peut être un média? On a toujours cette idée-là, etc. Non, le théâtre, c'est un média où, si on veut pas soulever de controverse, disons que le théâtre fonctionne comme un média, ou qu'il y a à l'intérieur du théâtre des mécanismes qui sont des mécanismes du média. Alors, peu importe les euphémismes, là, mais revenons sur l'idée que le théâtre fonctionne comme un média. Alors, si c'est un média, il est donc la dynamique qui explique son évolution. Ce serait la dynamique intermédiale. La dynamique intermédiale est fondée sur un principe que Bolter et Grusin ont appelé, c'est pas le seul, mais un principe moteur qu'on appelle la remédiation. C'est pas le seul, il faut nuancer, le principe doit être encore développé et tout, mais en gros, l'idée de Bolter et Grusin, c'est que les médias ne cessent de s'approprier des pratiques, des technologies, des objets, des valeurs, des agents, des valeurs qui sont des valeurs esthétiques ou des valeurs morales, etc., ne cessent pas de se faire ces emprunts-là, de s'approprier ça. Des fois de façon violente, des fois non. Le principe de l'adaptation, c'est ça. L'adaptation, c'est un média qui sert de quelque chose qui vient d'un autre média, etc. Alors, quand on considère le théâtre comme un média et qu'on observe le théâtre, ben on se rend compte que c'est pas seulement un média, mais c'est un média de médias. C'est un média qui est lui-même composé, c'est pas le seul, mais qui est lui-même composé de différents médias. Alors, des exemples très précis. Donc, vous avez le théâtre et vous avez le corps de l'acteur, qui relève de ce qu'on appellerait un média qui est la chorégraphie, le corporel, la corporéité, l'expression de la corporéité. Vous avez une dramaturgie, c'est-à-dire un texte. Vous avez un langage électrique, vous avez un langage sonore, électrique, l'éclairage, un langage sonore, vous avez la scénographie, etc., etc., etc. Et en fait, alors parce qu'il est un média de médias, on l'appelle un hypermédia. L'expression hypermédia, c'est ce que ça veut dire. C'est un média de médias, et la particularité d'un hypermédia, c'est que l'ontologie des médias qui le constituent est préservée. Autrement dit, la dramaturgie existe et est préservée indépendamment de ce que sera la représentation. Elle va avoir sa vie propre, de même la scénographie, etc., etc. De même le plan d'éclairage existe. Donc ce sont des éléments qui gardent leur ontologie, des pratiques qui gardent leur ontologie. Alors, quand on considère le théâtre comme un hypermédia, la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on analyse les histoires, c'est qu'il y a un immense média qui n'est pas là, c'est le son.
Alors pourquoi on ne parle pas du son? On ne parle pas du son probablement parce qu'on ne sait pas en parler d'abord. On n'a pas de mots pour dire le son, très peu. Et aussi parce que le son est insaisissable. Jusqu'à l'avènement des technologies de reproduction du son qui nous ont permis d'enregistrer, de pouvoir réécouter, etc. Le son était juste éphémère, existait juste dans sa fugacité, donc on ne pouvait pas le traiter. Alors, l'approche intermédiale, donc, quand vous faites le tableau intermédial du théâtre, vous voyez que le son n'est pas là, donc on s'intéresse au son. Et évidemment, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, un des résultats immédiats de l'approche intermédiale, c'est les immenses chantiers sur le son au théâtre qui existent depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, pour revenir de façon plus générale à une définition de l'intermédialité, peut-être on pourrait peut-être revenir à l'histoire d'abord du concept. Si vous voulez. C'est un concept qui est né à peu près partout en même temps, mais qui a d'abord été précisé par les Allemands dans les années 80, 1980. Et c'est un concept qui s'est clairement lié à ce que Dewey appelle la conversion numérique, c'est-à-dire qui est lié aux technologies numériques qu'on appelait à l'époque les nouveaux médias. Parce que les chercheurs en études médiatiques allemands, ont constaté ont eu une intuition que les transformations rapides qu'on voyait au moment de l'apparition des technologies numériques, en fait, on a juste à penser par exemple au progrès rapide des téléphones cellulaires. En 10 ans, la transformation, elle est visible et on est obligé de s'adapter, s'ajuster, etc. Alors ils se sont dit que ces transformations qu'ils voyaient très rapides et qui étaient provoquées par les technologies numériques, que probablement que ces transformations-là existaient aussi avant, mais on ne s'en rendait pas compte parce que c'était moins rapide. Et assez rapidement, très vite, les premiers chantiers en intermédialité ont porté sur la période électrique. Qui est justement celle des premières technologies de reproduction du son et de l'image. Et la première grande découverte des Allemands, ça a été la suivante, c'est que les médias entretiennent des rapports entre eux. Jusqu'à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de cloisonnement ou d'hiérarchie. Jusqu'à ce moment-là, et c'est encore vrai aujourd'hui, mais les études médiatiques considéraient les médias, radio, télévision, etc., séparément. Comme si c'était des monades, un peu comme on parlait du théâtre québécois sans tenir compte de ce qu'il y avait autour de lui. Là, ils se sont dit, non, on ne peut pas considérer le cinéma, par exemple, alors le cinéma a été un élément clé, mais la radio aussi, on ne peut pas considérer le cinéma sans tenir compte d'avoir des progrès de la technologie, mais sans tenir compte du théâtre, sans tenir compte du disque, parce que le disque a joué un rôle là-dedans, sans tenir compte de la photographie, sans tenir compte de la lanterne magique, sans tenir compte... En fait, s'il y a à un moment donné quelque chose qui s'appelle cinéma, c'est parce qu'il y a un croisement de pratiques, donc il y a un ensemble de conjonctures, un ensemble conjoncturel qui va faire qu'il y a quelque chose qu'à un moment donné qui va se produire, qu'on va appeler le média. Alors, leur première intuition, c'est celle-là. Au départ, l'intermédialité, ce sont les rapports entre les médias. On ne peut pas étudier les médias de façon individuelle. On doit toujours les considérer dans leur rapport avec d'autres médias et dans le sens élargi où on l'entend, médias, ça inclut aussi les pratiques artistiques. Bon. Alors ça, c'est la définition de base. Les rapports entre les médias, tout le monde s'entend là-dessus et c'est en général dans ce sens-là qu'on emploie le mot intermédialité, les rapports entre les médias. Mais la réflexion va plus loin. La réflexion va plus loin, c'est que assez rapidement, on se rend compte que et Bolter et Grushin ont participé à cette évolution-là. Assez rapidement, on se rend compte que, en fait, les médias naissent des rapports entre les médias. C'est l'idée même de la remédiation. C'est-à-dire qu'un média est toujours un assemblage d'éléments qui viennent de divers médias dans le but de créer une médiation. Alors, non seulement là, on considère que l'intermédialité, c'est les rapports entre les médias, mais on se rend compte qu'en plus, l'intermédialité, c'est ce qui produit les médias. Et là, ça change beaucoup la perspective. L'intermédialité, c'est ce qui produit les médias, et une fois qu'on a compris que l'intermédialité, c'est ce qui produit les médias, on se rend compte d'une chose,
c'est que cette dynamique-là, qui est la dynamique intermédiale, n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais, et qu'un média, alors tout à l'heure on parlait de cloisonnement, on parlait de hiérarchie, mais on avait cette idée qui correspondait bien aussi à ce qu'on voyait, hein, c'était pas quand même des idées en l'air, mais cette idée d'un certain statisme, d'un certain équilibre. Quand on parlait de télévision, ben on savait de quoi on parlait. Quand on parlait de disques, on savait de quoi on parlait. Quand on parlait de cinéma, on savait de quoi on parlait. Quand on parlait de théâtre, ça avait l'air assez clair, etc. Or, ce que démontre une approche intermédiale de toutes ces pratiques, c'est que non, ces ensembles-là ne cessent pas d'évoluer, ne cessent pas de se transformer, et que la dynamique intermédiale ne s'arrête pas. Autrement dit, ils ne cessent pas de se piller, de s'approprier ce que font les uns et les autres. Dans ce cheminement-là, il y a des médias qui vont disparaître carrément. Pensez à la machine à écrire, qui vont disparaître, mais en réalité, la machine à écrire a disparu, mais le clavier de la machine à écrire, c'est le clavier de l'ordinateur. Alors, les médias, c'est ce que Ackland appelle les residual media, les médias résiduels. Donc, on produit on remplit nos poubelles de médias, donc il y a des médias résiduels qui disparaissent, mais les médias sont toujours en train de revivre parce que les échanges sont constants. Vous avez, par exemple, au théâtre en ce moment, plus personne, maintenant, plus beaucoup de monde en tout cas, ne s'offusque du fait que les acteurs ont des micros. Robert Lepage, depuis je ne sais pas combien de temps, Robert Lepage, tous les acteurs de Robert Lepage ont des micros sur scène, Denis Marleau a des micros sur scène, etc., etc. Alors, le micro, c'est quoi? Mais ça permet aux gens de théâtre de parler comme au cinéma, ou de parler comme à la radio, ou de parler comme un téléroman. Ça, c'est un exemple de dynamique, d'intermédialité, vous voyez. Mais ce que ça remet en question, fondamentalement, c'est l'essence. C'est à la fois l'ontologie et l'essence. Qu'est-ce que l'essence du théâtre? Alors, vous comprenez que le XXe siècle a été obsédé d'ontologie. Ce siècle a été le siècle des grandes entreprises définitoires. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce que le théâtre? Hein? Et on répondait à ces questions-là. Alors aujourd'hui, on ne peut plus parler d'essence théâtrale, à mon sens. L'intermédialité, en tout cas, nous amène à nous dire qu'on ne peut plus parler d'essence théâtrale. Pourquoi on ne peut plus parler d'essence théâtrale? Parce que parler d'essence théâtrale, ça signifierait qu'il y aurait des invariants à travers l'histoire, ou en tout cas à travers des périodes assez longues, des invariants qui font que quelque chose serait du théâtre ou ne le serait pas. Si vous avez une perspective intermédiale, vous allez être incapable de trouver ces invariants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est-à-dire que ce qui semble fonder historiquement l'identité même du théâtre change. Un exemple de ça, c'est la coprésence du public et d'un acteur et d'un spectateur. Alors on a longtemps dit, parce qu'il caractérise le théâtre, par opposition par exemple au cinéma, ou à la radio, ou à la télévision, c'est la coprésence dans un même lieu, la présence d'un même lieu, etc., d'un acteur en chair et en os devant un spectateur en chair et en os. Mais on a des exemples de spectacles, je parlais de Denis Marleau tout à l'heure, Les Aveugles de Denis Marleau, mais il n'y a pas d'acteur vivant sur scène. Il n'y a pas d'acteur vivant sur scène. Pourtant, personne ne remet en cause l'idée que Les Aveugles de Denis Marleau, c'est du théâtre. Pourquoi Les Aveugles de Denis Marleau, c'est du théâtre alors qu'il n'y a pas d'acteur sur scène? C'est à ce type de questions-là que nous amène l'intermédialité. Donc on est vraiment dans une entreprise de décloisonnement, dans une entreprise de dynamique. Alors je vais juste répondre à la question, pourquoi les aveugles? Pourquoi pourrait-on dire que les aveugles, même s'il n'y a pas de coprésence, c'est une pièce de théâtre? Ben parce que Denis Marleau, c'est un metteur en scène. Parce que Maurice Maeterlinck, c'est un auteur de théâtre. Parce que les gens, quand ils achètent leur billet, ils ont l'impression qu'ils achètent un billet de théâtre, parce qu'il y a quand même des acteurs qu'on voit projetés à l'écran, ce sont des acteurs de théâtre, ils sont connus pour ça. Parce que Les Aveugles, c'est une grande pièce de théâtre, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui vont faire qu'on va quand même appeler ça du théâtre, mais ce qui pourrait être l'essence du théâtre, comme le disait Henri Gouillet, c'est-à-dire la présence, n'est pas là. Donc, il n'y a pas une liste d'invariants stables, il n'y a pas d'essence.